Donc on va se livrer à une ouverture à deux voix, Céline Lefebvre et moi-même. Donc ce colloque a pour nous, comme le rappelait Céline, deux objectifs. Le premier est de faire le point sur les recherches et les actions menées en un peu plus de 4 ans d'existence, de montrer au-delà de la diversité des thématiques et des approches déployées la cohérence d'ensemble du programme. La deuxième visée est de dessiner ses objectifs et ses évolutions, ainsi que ses modalités institutionnelles dans le cadre de la transition, alors pas de l'IDEX 1 vers l'IDEX 2, mais de l'IDEX précédente mouture à la nouvelle version IDEX, dans le cadre de la future Université de Paris. Ce colloque est donc pour nous un rendez-vous crucial dans la réflexion et pour les perspectives d'avenir. Le programme La personne en médecine s'est construit comme un réseau interdisciplinaire de chercheurs et d'enseignants-chercheurs existants, maintenant donc depuis 2014, et financé par l'Université Sorbonne-Paris-Cité. Le financement de 800 000 euros dont il a été doté, et si j'insiste sur la somme, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous le savez bien, les recherches en sciences humaines et sociales pâtissent souvent de n'avoir que peu de moyens, et là, je dirais, on a eu des moyens qui étaient loin d'être négligeables, et ça a déterminé beaucoup de choses. Entre autres, ça a permis la synergie et l'enrichissement d'initiatives interdisciplinaires individuelles et collectives qui existaient déjà, et l'émergence de nouvelles recherches se déployant sur un fondement interdisciplinaire renforcé. Au travers de plus d'une vingtaine de projets placés sous ces auspices, la personne en médecine, excusez-moi, je suis sans voix presque, a pu avancer dans l'étude des modalités contemporaines de subjectivation des personnes frappées par la maladie, de leur entourage et aussi des professionnels de santé. Comme l'indique la brochure du colloque, ce programme est coordonné par Céline Lefebvre et moi-même et est dirigé par un comité scientifique et de pilotage pluridisciplinaire d'une vingtaine de scientifiques et piloté concrètement par un bureau de 10 chercheurs comprenant une philosophe, 2 anthropologues, un littéraire spécialiste de littérature anglaise, un psychiatre, 3 psychanalystes, un hémato-oncologue et un diabétologue. Le programme associe donc des médecins praticiens chercheurs, des chercheurs en philosophie, histoire et philosophie des sciences, anthropologie et sociologie de la médecine et de la santé, psychanalyse et littérature, et je dois en oublier au passage. Il conduit certains de ses travaux en interaction avec des associations de patients, et il veille à en valoriser les résultats non seulement à travers les publications académiques, mais aussi en direction des étudiants, des professionnels de santé, de la société. Il réunit 8 laboratoires de sciences humaines et sociales dans l'université Sorbonne-Paris-Cité, et au-delà, un laboratoire de recherche en épidémiologie, 4 services hospitaliers, dans le service de chirurgie hépatique de l'hôpital Beaujon, l'unité fonctionnelle d'hématologie adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis, les consultations des permanences d'accès aux soins de santé des personnes les plus vulnérables de l'hôpital Saint-Louis, et un réseau international d'échanges scientifiques et pédagogiques internationaux comprenant notamment le Collège français des humanités médicales, qui promeut le développement d'enseignements dispensés par les enseignants qualifiés en sciences humaines et sociales tout au long du cursus de formation dans les facultés de médecine. La création du programme a permis de réunir, amplifier, renouveler des recherches dont certaines étaient conduites depuis plus d'une dizaine d'années dans différentes équipes de notre communauté d'université. Ces démarches, malgré des résultats notables, étaient jusqu'ici restées isolées les unes des autres. Le programme leur a donné une visibilité accrue qui nous a permis de nouer des collaborations scientifiques et pédagogiques nouvelles avec les chercheurs et praticiens hospitalo-universitaires notamment des universités de Paris Diderot, Paris Descartes et Paris 13. Il a également pu développer des collaborations internationales très étroites sur des questions précises de recherche, par exemple en sociologie de la santé mentale à l'université Saint-Louis et à l'université libre de Bruxelles, en psychologie sociale autour des maladies chroniques de l'adolescent à l'université de Louvain, avec les universités fédérales de Rio et l'université de Santa Catarina, sur la place de la notion de race dans la médecine génétique. Des collaborations nouvelles sont en train de se nouer, comme le mentionnait Édouard Kaminski, avec le King's College de Londres, l'université d'Oslo, à la suite entre autres de la participation de plusieurs chercheurs du programme
au colloque Cultural Crossing of Care et aussi avec l'Université de Genève. Je passe la parole à Céline. Donc le programme s'était fondé sur la définition de la médecine très générale, mais encore très pertinente de Canguilhem, qui était donc de la définir comme un art au carrefour de plusieurs sciences, et avec l'idée que ces sciences étaient nécessairement et indissociablement biomédicales, mais aussi humaines et sociales. Les pratiques et les discours médicaux requièrent en effet par nature des recherches pluri- et interdisciplinaires, car ils émergent d'institutions et de pratiques sociales, et ils contribuent à leur tour à les transformer. Et bien sûr, surtout, les discours et les pratiques en médecine et en santé s'adressent, concernent des personnes dont le statut excède largement celui de malade ou celui de patient. Nous sommes conscients que les projets de construire une médecine centrée sur le patient, ou encore une médecine centrée sur la personne, ou encore des soins centrés sur la personne ne sont pas nouveaux. Ces projets remontent au moins depuis les années 1950 et souvent ils ont pu se résumer à des slogans, et on a pu noter justement que leur renouvellement constant de toutes ces expressions marquait en fait un échec. Donc nous ne pouvons que constater que depuis la fin du XVIIIe siècle, la médecine ne cesse paradoxalement de se construire et d'occulter la figure du malade comme individu. Elle ne cesse de construire et d'occulter la figure du malade comme individu. D'un côté, comme production scientifique, la médecine individualise le malade. Cette individualisation a d'abord reposé sur les signes cliniques de la maladie et les lésions organiques qui la causent. Puis elle a reposé sur les déterminants psychologiques, sociaux et comportementaux de la santé. Aujourd'hui, elle repose cette individualisation sur les facteurs de risque, notamment génétiques et encore plus récemment environnementaux. On reviendra sur cette question environnementale un peu plus tard. Mais de l'autre, la médecine opère dans la prise en charge du malade, et en particulier à l'hôpital. Et là, je recite Georges Canguilhem, la mise entre parenthèses du malade comme cible de soins, la mise entre parenthèses de son individualité, de sa subjectivité au sens large du terme, incluant bien sûr sa subjectivité psychologique, mais aussi sociale, éthique et politique, et la mise entre parenthèses de son expérience globale de la vie avec la maladie. Alors au-delà de ce paradoxe de l'individualisation et de la mise entre parenthèses de l'individualité, la médecine peine aussi à passer du modèle axé sur la maladie aiguë à un modèle axé sur la maladie chronique. Bien sûr, c'est au centre des préoccupations et des praticiens et des institutions, mais dans les faits, dans la formation, dans les pratiques et dans les recherches biomédicales ou collaboratives entre SHS et médecine, c'est un enjeu qui reste majeur. Ce sont peut-être donc les raisons pour lesquelles la médecine continue d'osciller entre d'une part l'individualisation du malade comme cas identifié à sa pathologie, élément d'une population permettant l'acquisition de connaissances statistiques et comme objet de soins standardisés, avec d'autre part l'ambition, donc toujours affichée, d'être une pratique de soins soucieuse de la personne, soutenant son individuation, répondant de manière personnalisée à ses besoins et lui permettant de s'émanciper autant que possible des contraintes et des normes médicales et sociales qui sont liées à la maladie. Individualisation et prise en compte de l'individualité, y compris de l'identité personnelle, biographique et sociale du malade, ne vont pas de pair. Il nous semble que les recherches interdisciplinaires sur les expériences de vie avec la maladie et sur la médicalisation peuvent et doivent pourtant contribuer à modifier cet état de fait, ce paradoxe. Mais pour cela, il ne faut pas, selon nous, concevoir l'interdisciplinarité comme une alliance. Au début, on a parlé de cela, sans doute aussi pour faire connaître et reconnaître l'utilité d'un tel programme. Mais plus nous avançons, plus nous pensons qu'il faut aller au-delà de ce terme d'alliance ou d'addition ou de complémentarité pour nous appuyer sur les SHS afin de faire un travail de déconstruction des concepts et des pratiques en médecine et en santé.
Et donc mener un travail, pour que cette déconstruction soit intéressante et productive, ce travail doit être mené de manière partagée par les chercheurs et les praticiens en médecine, avec les chercheurs en SHS au sens large. Cette interdisciplinarité doit de plus s'appuyer sur cette démarche que l'on désigne aujourd'hui comme science participative ou citoyenne, où les chercheurs, les professionnels, les citoyens produisent ensemble et diffusent ensemble des connaissances scientifiques renouvelées. Alors l'interdisciplinarité a été un critère systématique de sélection des projets dont on va entendre aujourd'hui et demain les résultats. Si nous avons soutenu quelques projets en SHS sur la médecine ou sur la santé, l'essentiel de nos projets ont fait collaborer entre elles plusieurs disciplines de SHS et des disciplines de SHS avec des disciplines médicales. Donc notre objet, ça a été bien entendu d'ancrer les recherches dans des SHS vivantes et robustes. Pourquoi j'arrive pas à dire robuste, et dont chaque chercheur saisissait respectueusement les enjeux et les outils méthodologiques des autres disciplines, et dans lesquels les chercheurs et les praticiens en SHS comme en médecine acceptaient de voir bousculer ou renouveler leurs objets et leurs questionnements par les autres. Alors cela peut paraître très simple de manière programmatique comme ça, mais en fait dans la cuisine, le laboratoire de la production de la recherche, c'est quelque chose qui est assez difficile. Alors le changement de voix, c'est pour dire que, avant tout, ce sont les expériences, les besoins et les demandes des acteurs, malades, professionnels de santé, chercheurs en médecine et étudiants en santé, qui justifient notre démarche interdisciplinaire. Le programme veille à faire porter son effort sur des thématiques émergentes, maladies chroniques, approche globale du patient, nouvelle conception du soin, innovation pédagogique, afin de répondre aux besoins cliniques des professionnels de santé, des patients et des étudiants. Nous partons des objets et des pratiques de la clinique et nous voyons comment telle ou telle méthodologie des sciences humaines et sociales l'éclaire d'une manière différente du point de vue médical. Et nous postulons que ce nouvel éclairage aura pour conséquence un meilleur abord du problème, une meilleure approche du sujet malade et de sa prise en charge. Alors, nos thèmes de recherche du programme ont eu pour fil conducteur l'étude de la subjectivation contemporaine des personnes malades et de leur entourage, c'est-à-dire l'étude de leur manière de se concevoir, de se construire et d'agir comme sujets psychiques, sociaux, éthiques et politiques dans leur rapport à la maladie et à la médecine. Nous avons focalisé nos recherches sur les transformations médicales actuelles liées à la chronicité, aux nouvelles pratiques du soin faisant place à la subjectivité et à la participation des personnes. Les maladies chroniques ou au long cours suscitent des approches du soin prenant en compte la personne dans sa globalité, ses valeurs et ses conditions sociales d'existence. Le soin de la personne, care, ne peut être conçu seulement comme complémentaire du traitement de la maladie, cure, mais comme son fondement. Au plan éthique et politique, l'attention portée tant aux besoins qu'aux droits des personnes vulnérables, malades ou handicapées, contribue à promouvoir leur empowerment. Le programme fait l'hypothèse que les maladies chroniques et les maladies à vie contraignent l'ensemble des acteurs à inventer des nouveaux paradigmes de soins qui remettent en question le modèle hospitalo-centré, qui implique de nouvelles relations plus collaboratives soignants-soignés, mais aussi une vigilance aux effets de l'autonomisation et de la responsabilisation des personnes malades, effets qui peuvent être délétères au plan psychique comme au plan social. Tout ceci nous a semblé inséparable de recherches portant au miroir sur les modes de subjectivation des professionnels de santé, en particulier sur leur formation aux dimensions psychiques, éthiques, sociales de la médecine. Tu veux que je te reprenne ? Ouais, vas-y. Je veux bien parce que... Mais je t'entends, ouais. Le programme donc s'est déployé sur 3 axes. Premièrement, les expériences de la vie avec la maladie chronique et plus largement la maladie à vie, en particulier l'expérience psychique et sociale de la maladie chronique de l'adolescent, les questions organisationnelles que pose ce qu'on appelle la transition entre médecine pédiatrique et médecine adulte, la gestion par les patients des risques médicamenteux dans le cadre de maladies chroniques,
la vie avec un trouble mental, la vie après un cancer ou après une greffe d'organes. Deuxièmement, nous avons étudié les paradigmes du soin qui mettent précisément la personne malade en leur centre. Il y a eu des recherches associant sociologues et médecins généralistes sur la subjectivité du soignant et celle du patient dans les soins préventifs en médecine générale. Des recherches en anthropologie associant les personnes concernant sur la définition de la vie bonne avec la maladie malade et les questions éthiques avec la maladie mentale et les questions éthiques relatives au consentement. Des recherches associant philosophes et médecins sur la médecine fondée sur les valeurs. Des recherches associant psychologues, médecins et soignants sur le soin psychique à l'hôpital, notamment autour des jeunes adultes et adolescents. Des recherches sur la notion philosophique de soins, non exclusivement médicale, et profondément renouvelées, non seulement par les éthiques féministes du Caire, mais aussi par des éléments de la philosophie française de la vie et de la médecine. Ces recherches ont donné lieu à des publications, on en parlera bien entendu, mais notamment la création d'une nouvelle collection, La personne en médecine, chez un éditeur médical, Douin John Libet Eurotext, qui compte aujourd'hui 3 ouvrages, L'engagement des patients au service du système de santé d'Olivia Gross, la traduction du livre collectif dirigé par Bill Fulford, La clinique fondée sur les valeurs, et Les nouveaux modèles de soins, qui est un ouvrage collectif principalement axé sur les questions de santé mentale et de rétablissement, qui sera présenté demain et coordonné par Bernard Pachou, Bernard Granger et Arnaud Plagnol. Et un 4e ouvrage est actuellement en cours de finalisation sur les humanités médicales, leur thématique actuelle de recherche et leur positionnement dans les innovations pédagogiques. Et nos recherches ont également donné lieu, vous le verrez dans la brochure, à des publications dans la collection Questions de soins, dont vous verrez les titres dans votre brochure. Je continue un peu ? Oui, vas-y. Et dans son 3e axe, le programme a mené, et vous pourrez consulter ces ouvrages. Troisièmement, donc, les recherches ont mené sur les humanités médicales elles-mêmes. On a fait un séminaire de 18 mois sur la définition, l'histoire, en particulier en France, mais aussi au plan international, sur l'actualité internationale des recherches et des formations en humanité médicale. Donc, comme je le disais, notre premier compagnon en langue française sur les humanités médicales est en cours de finalisation. Il fait le point sur les champs de recherche qui sont aujourd'hui centraux pour les humanités médicales, les environnements toxiques, les milieux et les inégalités sociales, les crises sanitaires et les relations nord-sud, l'organisation et le management du système de santé et ses effets sur la clinique, et aussi, comme je le disais, les innovations pédagogiques incluant la littérature, le cinéma ou les arts, et en particulier les recherches visuelles dont nous parlera demain Kirsten Oster, dont on est très honoré de la présence qui vient des États-Unis, de Houston. Alors, donc le programme donc, ne dissocie pas ses recherches de dispositifs d'action dans le monde de la santé. Nous allons vous présenter aussi des actions de formation à la fin du colloque demain dans les 3 facultés de médecine qui sont incluses dans l'USPC, à Paris 5, à Paris 7 et à Paris 13. Et puis la chaire coopérative philosophie à l'hôpital de la PHP et de l'ENS, qui est associée à ce colloque, sera aussi un prolongement, une manière justement d'insérer nos recherches et l'importance des SHS en santé dans la formation non seulement initiale, mais la formation continue auprès de tous les personnels hospitaliers de la PHP, soignants et non soignants. Voilà, je pense qu'il faut abréger maintenant. Oui. Vas-y. Alors, juste parler de l'avenir, qu'on avait surtout préparé, mais ça vous concerne aussi pour notre VP IDEX, mais il a eu, bien sûr, notre communication. Donc, il nous semble que le bilan actuel de la personne en médecine témoigne de la pertinence de nos objets et de la vitalité de ses recherches. Ça nous a permis, comme on l'a déjà dit, de coordonner les multiples projets existants en sciences humaines et sociales en santé, mais aussi à les rendre visibles et à mieux faire connaître les humanités médicales à l'intérieur du SPC. Nous avons ainsi renforcé et créé des synergies nouvelles
Notre ambition est que l'Université de Paris soit en position de pionnier et de référence pour l'Europe sur cet enjeu scientifique, éthique et sociétal majeur. Le programme nous semble être devenu un interlocuteur et un partenaire désormais central et reconnu par la communauté internationale dans le champ des humanités médicales. Nos ambitions seraient, au-delà de la poursuite et du développement des projets spécifiques, de participer à la création et à l'impulsion d'un réseau européen sur le modèle de la personne en médecine capable d'obtenir le soutien et le financement européen. Mais nous ne pourrons réaliser cette ambition que si le moment d'incertitude né de la perte de l'IDEX étant surmonté, l'Université de Paris décide de consolider, ce que nous disait notre collègue, et de pérenniser sur la base d'un programme et d'échéances définis la personne en médecine en lui renouvelant un soutien scientifique et financier clair. Ce programme a déjà largement permis de semer de nombreuses graines. Il nous reste encore à recueillir pleinement tous les fruits du travail accompli depuis 2014 en poursuivant les projets en cours et en initiant des nouveaux. Au-delà des axes déjà développés, dans le programme, nous souhaiterions développer au moins 3 autres. L'un sur l'histoire et l'actualité de la médecine génomique, le second portant sur les problématiques liées à l'émergence de l'e-médecine et des objets connectés en médecine. Le troisième est le renforcement de l'éclairage des enjeux de la chronicité par la littérature et son histoire. Parmi les perspectives d'avenir envisagées pour le programme interdisciplinaire, nous pensons que la création d'un institut thématique transversale de l'Université de Paris ayant une durée de 5 à 10 ans, renouvelable selon les résultats obtenus, est une piste éventuelle. La forme institutionnelle de cet institut reste à définir, mais il est important que la forme retenue nous permette de poursuivre ce travail et je m'arrêterai là. Voilà. Merci de votre attention.